coup, c'est bon là, tout le monde nous entend? Je pense que ouais. Ouais. Ah, voilà. Plein de pouces levés. Super. Ok, donc on va commencer. Donc nous, on est ici avec Antoine pour vous faire un petit retour d'expérience sur la mise en place de Kubernetes en mode production. Voilà. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, juste switcher de slide. On va juste vous partager un petit peu quelques infos sur Redoute parce que vous connaissez tous Redoute, mais plutôt grâce au catalogue. Donc juste un petit update quand même. Aujourd'hui, on est quand même le 7e site e-commerce en France en termes de chiffre d'affaires. C'est pas rien. On est 3e site e-commerce au niveau de la mode en nombre de clients et le 4e site e-commerce concernant la maison, donc tout ce qui est meubles, linge de maison, etc. Alors, encore quelques chiffres, ça va bientôt être arrivé. La Redoute, aujourd'hui, il y a plus de 2000 employés. On fait, et dans ces 2000 employés, il y a l'international. D'ailleurs, on fait 30% de notre chiffre d'affaires à l'international. On a 12 millions de visiteurs uniques. On a, depuis que Galeries Lafayette a racheté la Redoute, on a 50 corners et on a 12 magasins, donc la Redoute intérieure et du MPM que vous avez peut-être déjà vu. Il y en a dans le Vieux-Lille, il y en a aussi à Paris et un petit peu partout. Voilà. Et on fait 70% de notre chiffre d'affaires sur notre marque propre. Du coup, moi, je me présente quand même. C'est vrai qu'on vous a partagé les chiffres, mais on ne s'est pas présenté. Donc, moi, c'est Maxime Drouet. Aujourd'hui, je suis manager en fait, de l'équipe Cloud DevOps et réseau. Mais à l'époque, au début de ce projet, j'étais Cloud architecte. Et du coup, j'ai accompagné Antoine sur l'aventure. Donc moi pareil, j'ai un peu bougé entre deux. Avant j'étais responsable sur la partie engineering, plutôt sur le back-office, et donc on a travaillé vachement en collaboration en transverse du coup sur cette dynamique de mise en place de Kubernetes, mais pas que, on le verra. Et du coup moi je suis aujourd'hui plus sur l'architecture et beaucoup sur les communautés, la partie qualité des SI. Voilà. Et du coup, voilà, on va vous partager un petit peu notre expérience sur la mise en production de Kubernetes, donc un peu notre approche, ce qu'on a appris suite à cette aventure. Donc là, on vous partage un peu l'équipe qu'on a, qui est un peu transverse. Il y a une partie de l'équipe qui est au Portugal, donc comme Antoine l'a partagé, une partie des dev back sont au Portugal. Du coup, on a beaucoup travaillé entre la France et le Portugal. Bien sûr, il y a eu pas mal d'arrivées et de départs pendant cette transformation. Et le but de cette présentation, c'est de vous présenter un peu les résultats et de ce qu'on en a retenu. Antoine, je te laisse la main. Ouais. Donc déjà pour partager, je voyais qu'il y avait une question. Oui, donc au Portugal, on est à l'area entre Lisbonne et Porto pour raisons historiques. Et donc ouais, je vais partager un peu le why, le pain point de pourquoi on a voulu mettre en place Kubernetes et se lancer dans cette mise en place. Donc en fait, vous devez connaître pour la plupart d'entre vous le report Accelerate de DevOps, etc. Donc un des grands moteurs qu'on avait, c'était accélérer les livraisons de logiciels à plus forte valeur ajoutée avec tous les indicateurs qui sont ici, voilà, de la stabilité, de la rapidité de livraison, récupérer rapidement les services, comme indirectement c'est corrélé à la performance du business. Donc en fait, Redoute, on a réussi une belle transformation pour revenir à l'équilibre financier en EBITDA aux alentours de 2019. Néanmoins, la concurrence est super forte et on avait encore un besoin très fort d'accélérer. Donc on était vraiment en fonction des périmètres applicatifs entre du make et du buy. Donc là, on est plutôt sur le make avec le périmètre Kubernetes. On était plutôt sur la performance medium à high en termes de delivery. C'est-à-dire voilà, en termes de lead time for change, on arriverait à livrer tous les jours et plusieurs fois par semaine. Néanmoins, c'était clairement pas suffisant sur des applications où il y avait des besoins de rythme beaucoup plus accélérés. Donc ça, c'était un des gros moteurs de transformation et motivation qui nous ont fait réfléchir à comment est-ce qu'on peut revoir la façon de livrer du logiciel à Redoute. Et donc, ce qui se passait historiquement avec Redoute, enfin dans notre contexte, mais d'autres aussi,
Voilà, on avait une feature du business qui finalement arrivait à être définie avec voilà, du design thinking, etc. Donc on savait ce qu'on devait globalement développer. Et donc ensuite, une fois qu'on avait fait la conception applicative, le dev devait faire son bout de code, le mettre en place et le développer jusqu'en production et on lire un peu le type de problématique qu'on pouvait rencontrer. Donc sur des modèles, même IA sans on-prem ou cloud, il y a toujours le problème, il faut du coup onboarder quelqu'un de l'infra, etc., qui est pas dans le projet, ou qu'il faut expliquer, faut tailler des machines, que le dev n'a aucune idée de ce que ça va être petit, gros demain, etc. Après, on a des problèmes de setup, d'infra, de réseau, il manque des règles, des choses comme ça. Voilà. Et en fait, c'est beaucoup de temps perdu pour à la fin juste faire une boucle d'itération qui est j'ai changé un bout de code, est-ce que ça marche ou pas? Et en fait, il y avait plusieurs problèmes, donc réussir à faire une première itération rapidement et ensuite en faire plusieurs par la suite sur des changements du métier. Donc ça, c'était vraiment notre pain point et on se tapait vraiment les questions là, comme vous pouvez voir sur le slide. En fait, il y a des questions, des fois, on se rend un peu bête pour répondre, hein, parce que quelqu'un du business qui est pas du tout technique, il va il nous demander mais pourquoi vous mettez autant de temps juste à livrer une ligne de code, quoi. Et en fait, il y a plusieurs raisons derrière ça. Et donc, ce qu'on s'est vraiment dit, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à changer ce paradigme de livraison pour avoir quelque chose de drastiquement différent. Donc on est vraiment parti sur ces trois piliers qui étaient on veut avoir de l'autonomie pour résoudre l'entièreté des pain points qu'on a partagés juste avant. Pas forcément faire des gros changements, mais faire des petits changements le plus rapidement possible. Et du coup, ça voulait aussi dire d'avoir en fondation l'excellence technologique pardon, pour réussir à accélérer drastiquement les cycles de livraison. Donc ça s'est passé uniquement par l'aspect technologique, Kubernetes, etc. Donc on était quand même beaucoup sur une architecture au milieu, à Redoute, donc avec une archi de type microlith par plateforme ou grand périmètre applicatif avec beaucoup de type SOA, donc avec de l'ESB, ce genre de choses-là, et puis quand même des gros services un peu lourdingues avec des serveurs physiques, des VM, etc. Et une partie encore largement on-prem, même s'il y avait une partie aussi sur le cloud. Donc on a fait une transformation, alors là on voit sur le slide microservices, mais on est quand même beaucoup passé sur l'event-driven microservice pour le découplage, scalabilité et tous les avantages inhérents à ce type d'architecture. Et bon, ce qui vient aussi avec les microservices, c'est la question qui est à droite au milieu, c'est on risque pas de pouvoir scaler, en tout cas au niveau d'automation, en utilisant des VM pour déployer les microservices. Et donc c'est là qu'on a dû un peu plus travailler en mode collaboration, plateforme, etc., sur un autre type de solution. Je vais laisser Et du coup, effectivement, on s'est demandé qu'est-ce qu'on avait besoin comme plateforme en fait pour proposer par exemple cette autonomie. Donc il fallait que ce soit une plateforme self-service. Il fallait aussi qu'on propose des déploiements indépendants et rapides. Il fallait aussi fournir un peu de disponibilité en fait, une bonne disponibilité des applications, hein, donc de la résilience, de l'autocorrection. Il fallait aussi avoir quelque chose de portable et d'agnostique en fait. Hein, on l'a dit tout à l'heure, on a quand même pas mal de business à l'international. Alors pour la plupart des pays, c'est pas problématique. On peut utiliser des services publics. Pour certains pays comme la Russie, par exemple, on est obligé d'utiliser des choses différentes et du coup, il nous fallait quelque chose de portable. Donc c'est vrai que la partie conteneur et Kubernetes en fait validait pas mal de ses besoins et couvrait pas mal de ses besoins. Donc d'une part le self-service, après la partie portabilité avec finalement les conteneurs, la réduction du coût aussi à prendre en compte au niveau de la plateforme. Le Kubernetes le permet parce que on est sur des petits éléments, on est capable de scaler, que ce soit en in ou out. Voilà. Donc la façon dont on a avancé, en fait, on a une approche en trois parties. D'abord la partie exploration. Donc qu'est-ce que Kubernetes, hein, on a hésité au départ, on avait commencé aussi à tester Docker Swarm. Ensuite, on a essayé de voir aussi dans cette phase d'exploration quels étaient finalement les use cases applicatifs pouvant être mis en place sur Kubernetes. Ensuite, on a aussi regardé quel effort il y avait à mettre en place hein, pour monter en compétence sur Kubernetes et puis pour opérer à terme en production. Et du coup, on s'est quand même posé la question, est-ce que vraiment c'est la peine de s'investir? Donc, juste avant, on voulait expliquer un peu on sentait que c'était nécessaire pour accélérer au niveau business.
Ensuite, on a une phase tactique où là, on a plus regardé en fait quel type de projet on pouvait prendre en use case pour éviter de ne pas livrer à temps, parce qu'on savait que les premiers projets allaient prendre du temps pour s'adapter en fait sur la plateforme. On a essayé de voir aussi ce qu'il ne fallait pas oublier en termes de monitoring, qu'est-ce qu'il fallait avoir au niveau dashboard, comment déployer les applications, comment opérer. Il fallait aussi avoir des projets, on savait qu'on allait devoir avoir des projets stratégiques pour communiquer ensuite. Et du coup, il fallait aussi, dans cette phase tactique, définir le must-to-have en fait, pour partir en production. Et ensuite, sur la phase stratégique, voilà, il fallait communiquer. Donc ça, on l'a fait énormément pour expliquer le bénéfice de ce type de plateforme. Et ensuite, voir ce qu'il y avait à stabiliser, à optimiser, voilà, et vérifier un peu si on n'avait pas de surprise en termes de coûts, en termes de maintenance, d'opération. Peut-être juste pour partager en timing sur la phase exploratoire, c'était en 2018 qu'on a commencé à regarder. Je pense aussi pour aligner ce que Maxime disait, on a aussi regardé Docker Swarm, etc. Je pense l'écosystème, en 2018, était vachement différent en termes de maturité autour des plateformes d'orchestration de conteneurs, quoi. Puis je pense qu'aussi les trois phases exemplifient un peu la cognitive dissonance qu'on a quand on veut mettre des nouvelles technologies, quoi. On veut mettre la nouvelle techno, mais en même temps, on veut pas prendre de risques sur des projets stratégiques. On peut pas dire qu'on a 3 ou 6 mois de délai sur un projet business parce qu'on a voulu mettre Kubernetes. Donc, je pense que c'est vraiment cette balance qui montre un peu comment on peut y arriver step by step. Il n'y a pas de shortcut, en fait. C'est important de dire le temps que ça prend aussi. Enfin, voilà, ouais. Il faut pas se dire on va le faire en 2 mois, quoi. C'est pas possible. Du coup, ensuite, on avance un peu sur qu'est-ce qu'on a défini en fait, et sur la partie production ready, qu'est-ce qu'on a voulu atteindre en fait. Donc d'abord, c'était avoir des applications business un peu plus stables, avec de la disponibilité et de la performance. On a considéré aussi qu'il fallait qu'on améliore l'expérience des développeurs. Donc du coup, dans le self-service, on a parlé de l'autonomie. Du coup, proposer des templates de CI et de CD en fait, pour faciliter la partie build et déploiement. Les rendre aussi responsables de leur application. Alors ça, forcément, au départ, ça les rend pas forcément heureux parce que derrière, ça va potentiellement dire des astreintes, tout ça, mais au final, ils sont contents parce que c'est bien eux qui sont responsables de leur appli et ils n'ont pas besoin de compter forcément sur les ops. Fournir aussi les dashboards nécessaires pour qu'ils suivent justement le bon fonctionnement de leur application, les logs, etc., enfin l'observabilité en général. Et enfin, permettre une exploitation facilitée, c'est-à-dire notamment pour les devs, et du coup, la capacité d'accélérer en fait le déploiement d'applications, de le suivre, et aussi la capacité de faire des rolling updates transparents. Donc après, avec qui on a travaillé pour atteindre ce résultat. Alors déjà avec le management, parce que sans avoir le support du management, c'est impossible d'atteindre ce genre de projet. C'est quand même super important, notamment en termes d'investissement, en termes de temps, que ce soit en formation ou les équipes qui suivent le projet. Ensuite, au niveau des équipes infrastructure, on a eu besoin de leur aide. Donc moi, j'en faisais partie à ce moment-là, en tant qu'architecte, pour mettre en place les fondations. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est sur GKE, sur GCP. Il fallait bien mettre en place la partie VPC, mettre en place aussi le design des clusters. Ça a pris pas mal de temps, le type de cluster qu'on allait déployer. Et puis aussi mettre en place tous les modules Terraform pour déployer, faire les changements, opérer les clusters Kubernetes. Ensuite, bien sûr, les équipes de développement. Donc là, c'est surtout prendre en compte la partie changement et du coup passer plutôt sur du conteneur pour la partie build et puis aussi être accompagné par les DevOps et comprendre un peu l'impact de leur changement sur le déploiement des applications dans Kubernetes. Ensuite, il fallait aussi créer une nouvelle équipe. Enfin, c'est ce que nous, on a fait en tout cas et on pense que c'est vraiment important. C'est de créer une équipe finalement plateforme avec des DevOps en lien très étroit avec les devs et qui, eux, avaient la responsabilité finalement de déployer cette plateforme Kubernetes. Donc, quand on parle de Kubernetes, c'est pas que Kubernetes, derrière, on en parlera tout à l'heure, mais Vault, les pipelines GitLab, il y a plein de choses derrière.
Et enfin, il fallait aussi qu'on travaille avec les équipes run, et notamment les équipes de monitoring. Donc, étape par étape, pour essayer de maintenir un peu le niveau d'exploitation qu'on avait sur le legacy et avoir la même chose sur la partie Kubernetes. Il y avait un des points importants, c'était le changement de mindset, le PETS VS Kettle. C'est en gros, avant je connaissais mes serveurs, je les nommais, ils changeaient jamais, et du coup, que ce soit pour la partie monitoring opération, c'était simple à gérer. Là aujourd'hui, on est sur des pods qui redémarrent. Enfin voilà, il faut gérer ça d'une façon différente, notamment dans les outils de monitoring. Donc ça implique d'utiliser des nouveaux outils, et ça c'est assez impactant pour ces équipes. Enfin, qu'est-ce qui était du coup requis pour mettre en place cette plateforme Kubernetes? Donc on en a parlé un peu, les fondations, que ce soit au niveau infra et au niveau de la plateforme. Il fallait aussi adapter un peu l'organisation, donc créer cette équipe plateforme et puis commencer à mettre des daily meetings avec les équipes dev et ops. Mettre en place des nouveaux outils d'observabilité, changer un peu notre process organisationnel et puis le support. Enfin, par exemple, mettre des astreintes au niveau des équipes DevOps. Revoir un peu la sécurité au sein de Kubernetes, beaucoup documenter pour que tout le monde soit capable de comprendre un peu ce qui a été fait et de l'utiliser. Mettre en place la partie automatisation, avoir du capacity planning, et puis aussi être capable de gérer tout ce qui est versionning d'outils, et puis les upgrades aussi des clusters. Au niveau environnement, voilà un petit peu comment on a configuré nos clusters. Alors aujourd'hui, on est toujours dans ce cas-là d'ailleurs, dans la partie initiale. On a un cluster de dev et ensuite un cluster, on a un cluster par environnement. Le dev qui est un petit peu à l'écart parce qu'il n'est pas dans la phase de déploiement automatique. Ensuite, on a un cluster de sandbox qu'on va aller popper à la demande en fait quand on va faire des tests. C'est un peu notre dev côté DevOps. Ensuite, on a un cluster qu'on appelle All, mais en fait qui est finalement un cluster fédéré qui permet de gérer de façon centralisée la partie monitoring. Même si on verra tout à l'heure, on a du monitoring un peu dans chaque cluster, c'est juste qu'on vient centraliser un endroit précis. On a aussi un cluster pour les GitLab runners, pour la partie build. Pour la partie déploiement, en fait, on a des runners qui tournent dans chaque cluster. Du coup, aujourd'hui, on a fait cette séparation par environnement parce que pour nous, c'était le plus simple au départ. Et on se dit que dans le futur, on fera sûrement des nouveaux splits, plutôt par équipe ou par grand domaine. L'idée, c'était de ne pas trop complexifier au démarrage. Déjà, pour se dire on fait quelque chose de simple, bout en bout, pour le périmètre back-office, et après, on peut répliquer cette même archi N fois, autant si on veut splitter par équipe ou par domaine, mais on se bloque pas dès le début, en fait, en mettant trop de complexité ou des choix de conception qui nous bloquent par la suite, en fait. C'était beaucoup ça, le sujet. Limiter la complexité, mais garder de la flexibilité, quoi. Il y a une question, Maxime, de Mohamed sur pourquoi le choix de GCP. Du coup, peut-être on peut en profiter à ce moment-là pour. Ouais, clairement. Alors, à l'époque, on avait fait un POC sur notre site web entre soit l'exposer sur GCP, soit l'exposer sur Azure. À l'époque, alors ce sera peut-être plus la même aujourd'hui, mais quand on a fait les tests, on avait eu des meilleures performances sur GCP. Et du coup, on avait fait le choix de partir sur GCP, et sur la partie Cube, au départ, on avait de l'on-premise. Et on s'est demandé justement où est-ce qu'on peut l'héberger. Comme on avait déjà en plus une partie de la data aussi qui utilisait BigQuery, plus le fait qu'on savait que le site allait migrer sur GCP, on s'est dit allez, on va le mettre sur GCP. En plus, c'était quand même un peu les créateurs de Kubernetes, donc et on avait aussi fait des tests et on savait qu'en termes de services, ils étaient plutôt bons. Alors je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ça se vaut du Kubernetes chez Azure ou Amazon. Mais en tout cas, nous, c'est vrai que depuis qu'on est chez GCP, on n'a jamais eu de soucis en termes de performance ou d'upgrade. Voilà. On a vraiment rarement eu de surprise. Ça rejoint le point de flexibilité qu'on a aussi pris, même si c'est du GKE, du Managed Kubernetes et tout, notre archi doit être, dans ce qu'on a construit, si demain on doit hoster la moitié des workloads AWS ou Azure, il y a relativement peu de switching cost en fait. C'était aussi là-dessus, dans les choix qu'on a fait de techno, Exactement. etc. On a fait exprès, pas exprès, mais dans le driver, de ne pas prendre trop de solutions propriétaires spécifiques cloud
pour pas avoir un switching cost trop élevé, quoi. D'ailleurs, c'est une bonne transition pour le slide d'après. Là, c'est un peu vous montrer un peu le type d'application, parce que voilà, on parle de Kubernetes, mais Kubernetes seul, voilà, c'est pas grand-chose. Derrière, il y a toute la partie du coup sécurité. Hein. Aujourd'hui, du coup, pour la partie secrète, on utilise Vault. Après, pour la partie policy, on utilise Open Policy Agent et puis on utilise Cert Manager pour générer les certificats à la volée quand on fait des expositions, que ce soit interne ou externe. Ensuite, on utilise Consul pour toute la partie back-end de Vault. Et un autre Consul, là, c'est pour la partie de Service Discovery. Ensuite, au niveau de nos pipelines, aujourd'hui, on est en train de voir, on en parlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, donc nos repos sont sur GitLab hein, avec du template Helm. Et en fait, le déploiement se fait par des pipelines GitLab, avec des GitLab Runners, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, voilà, on l'a dit, on utilise Google et GKE, et donc bien sûr, pour déployer tout ça, on utilise Terraform aujourd'hui. En monitoring, on va retrouver du coup du Grafana, de l'Elasticsearch, Logstash, etc. Du Filebit, du Prometheus et du Thanos. Donc Thanos, parce que peut-être moins de gens connaissent par rapport à Prometheus, en fait, c'est pour héberger les métriques Prometheus long terme. Ensuite, on va retrouver en Ingress Controller, donc vous voyez en vert là, le Nginx bien connu. On a aussi du load balancer Google, notamment quand on expose à l'extérieur pour avoir la sécurité anti-DDoS et puis le Cloud Armor pour tout ce qui est WAF, etc. Donc ça, c'est par exemple dans ce que tu disais Antoine hein, sur la partie agnostique. Effectivement, demain on part sur Amazon ou sur Azure. Bah, le Nginx, on peut le conserver. Le load balancer Google, il sera différent, mais c'est juste une annotation dans un YAML, donc ça se change très facilement. Et ensuite, au-dessus, vous voyez la partie, une partie Vault, une partie DNS. Donc ça, c'est des opérateurs. On a un opérateur pour Unseal le Vault, parce qu'on a eu quelques soucis avec Vault. Donc la capacité en fait de redéployer de Unseal de Vault au démarrage. La partie opérateur Vault pour aller changer les policy Vault directement dans un déploiement. Et ensuite, la partie DNS pour aller gérer les DNS Google, donc avec les API Google, que ce soit pour du DNS public ou privé. Je te laisse. Il y a la question de pourquoi est-ce qu'on utilise le CDN GCP? Alors oui, on l'utilise, mais pas forcément au sein de Kubernetes. On l'utilise pour la partie front, mais seulement sur les Cloud Functions qu'on utilise pour faire les splash pages de notre site. C'est vraiment pour un cas bien particulier parce que aujourd'hui, le CDN qu'on utilise sur le site web de la Redoute, c'est quasiment uniquement pour les images et on utilise Fastly. Et du coup, le CDN de Google, on l'utilise vraiment que sur des trucs bien spécifiques, donc des buckets pour des fichiers statiques et les Cloud Functions pour la partie splash page. Yes. Je laisse la main, Antoine. Ouais, ça marche. Donc sur la partie organisation, donc ça va faire aussi le lien avec beaucoup de points que Maxime partageait autour de la vraie transversalité du sujet. Et donc voilà, on va expliquer un peu l'expérience en sachant encore quelque chose qu'on améliore aujourd'hui, mais donc on a vraiment mis en place on travaillait pas du tout comme ça en fait sur les périmètres plateforme, infra, etc. C'était beaucoup plus cycle en V dans la plupart des projets. Et la dynamique plateforme, vraiment collaborative, dev et ops sur construction d'assets communs, sur l'expérience développeur et tout ça, ça n'existait pas du tout. Donc en fait, il y a eu beaucoup de gouvernance et d'interaction à créer entre ces personnes qui normalement se parlent pas trop, moins facilement. Et donc il y a eu ce premier sujet qui a été de rassembler des gens d'expertise différentes et de les animer sur un rythme commun. Et en fait, on partait de zéro. On pouvait voir en dessous qu'il y a eu des sujets d'outils, etc. Mais ça, c'était le dernier des sujets. C'était beaucoup plus des sujets de process et de mindset à adresser. Donc déjà, on a mis un peu de temps à réussir à bosser sur des rythmes mensuels, réduire les sprints à 2 semaines, avoir des definition of done, etc. Parce que clairement, les premiers sprints qu'on a fait, la moitié des tasks débordaient, on avait fait beaucoup moins qu'avant, etc. Mais ça faisait partie aussi de l'apprentissage des équipes. Donc ça rejoint aussi le point que Maxime disait, que les choses prennent du temps. C'était pas juste qu'un héros nous mette en place un Kubernetes. C'était bien de réussir à faire qu'on arrive à mettre en place les diverses pièces des différentes technologies. Vous avez vu, voilà,
Consult, Vent, Volt, OPA, etc., plus tous les couches infra en dessous. C'est quand même pas mal de sujets à adresser. Et donc, on est arrivé à un niveau de maturité après, au bout de plusieurs semaines, hein, plusieurs mois même. Je pense qu'on a vraiment mis 2-3 mois à avoir quelque chose pour arriver au step du milieu, où on se dit on arrive à prioriser des tâches à peu près sur des rythmes de 2 semaines. On arrive à avoir une bien meilleure visibilité des tâches, même s'il y en a toujours qui RIP en dehors du sprint. On a une meilleure maturité des équipes sur on commence à être beaucoup plus clair sur je définis le definition of done, donc le scope des tâches, etc. Et après, clairement, en termes de maturité des équipes, c'est apprendre à limiter le nombre de tâches à l'essentiel, prévoir du temps pour l'imprévu, etc. Et donc, j'en profite, Antoine. Ouais. Désolé. J'en profite, il y a une question de Mohamed, justement, tu parles de maturité des équipes, qui demande un peu en termes de formation, notamment à tous ces outils, est-ce qu'on a formé tout le monde? Alors déjà, je réponds pour la partie Terraform, non, on a formé que quelques personnes. Alors, à l'époque, et d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de formation Terraform. Donc moi, j'ai été former les équipes au Portugal. On a formé surtout plutôt côté Ops et pas côté Dev, parce que sur la partie Terraform, il n'y avait pas forcément de besoin. Par contre, sur la partie Kubernetes, là, on a formé beaucoup plus largement. Donc, les Ops avec des formations plutôt admin et les devs sur la formation développeur. Hein. Après, en termes de pourcentage, j'ai plus en tête, Antoine, et puis même en termes de budget, c'était en termes de formation directe, ça a été quelque chose comme 20-30K, je pense, sur les différentes formations qu'on a faites, parce qu'on a fait 2-3 sessions avec à chaque fois une dizaine de personnes. Après, il y a eu un budget un peu continu de plateformes de e-learning type Pluralsight et compagnie. Donc là, c'est un plus petit budget, mais c'est aussi, ça a pas mal permis d'élargir, en fait, par la suite. Et après, il y a eu un budget aussi indirect qui est pas de la formation en facing, mais c'est d'avoir des gens comme Maxime ou d'autres gens capés qui, en fait, font un peu du training on the job à la fin avec les équipes, quoi. Donc, je pense que c'est un peu le trio qu'on a dû mettre en place, quoi. C'est formation directe initiale sur un cœur d'équipe, 2, de la formation continue, réutilisation de doc, etc. Et 3, c'est là où on apprend le plus, je pense, c'est sur le job avec du coach, des experts et de la revue de code, et tout ce genre de mécanismes qui favorisent l'apprentissage, quoi. Ouais, avec les strates junior, N2 et puis expert. Et voilà. Ouais. Et c'est vrai que là, du coup, ça rejoint aussi avec la question d'Alexandre. En fait, aujourd'hui, on est plutôt sur l'étape 3. On essaye d'aligner nos quarterly priorities, pas que sur l'aspect plateforme, mais aussi avec les projets transverses de l'entreprise sur les grandes dynamiques de transformation. Et ça, c'est pas évident parce qu'il y a à la fois, il faut des fois anticiper les sujets côté infra, plateforme pour pas être trop en retard, mais en même temps, faut pas faire d'époque un peu isolée de priorité métier. Donc, c'est un équilibre toujours difficile à avoir. Et donc là, c'est ce qu'on est vraiment en train de faire, d'essayer d'avoir quand on a un rythme bien plus clair de sprint toutes les 2 semaines, là, l'enjeu, c'est plus d'aligner les bonnes prios au quarter et surtout de choisir ce qu'on va pas faire et du coup, ce qu'on retient à faire. En fait, on veut toujours en faire plus que ce qu'on a. Et donc, du coup, sur la partie, ça rejoint la question sur la taille des équipes. Donc, à l'époque, côté plateforme, plus côté dev, il y avait 2 personnes et côté infra et Ops, Maxime, je sais pas, c'est une dizaine, non, de têtes entre les gens monitoring, infra, cloud. Aujourd'hui, c'est un peu plus, mais parce que le périmètre a grossi, il y a plein d'autres choses. Il y a d'autres choses que Kubernetes, quoi, en fait. Mais moi, je dirais ça, en gros, personnes. Voilà. Après, uniquement sur Kubernetes, il y a à peu près 6 personnes avec des gens, des fois, qui viennent 2 jours par semaine, des expertises qui sont pas là à 100%. Mais ouais, ils sont 6. Et après, on a aussi une équipe qui est plus spécialisée sur la partie Terraform. Là, aujourd'hui, on est 4. Et après, on a aussi des coups d'architectes avec à peu près 5 coups d'architectes en fonction des spécialités. On travaille aussi sur Azure un petit peu. D'ailleurs, sur l'aspect organisation, je vais rebondir sur la question de Claudio qui demande, quand on parle de l'équipe au Portugal qui était plus back-office, c'est pas qu'une équipe de développeurs. Donc, peut-être juste sur l'orga-redoute, je vais faire la synthèse. En gros, il y a product management, engineering et opération, infra, cloud, etc. Donc, sur l'aspect product management, on est plutôt quasiment tout en France aujourd'hui. Donc, ça va du business, PO, UX, etc., PPO, plutôt en France. Sur l'aspect engineering, on a tout ce qui est front-end à Malte et qui a aussi un gros bout en France aujourd'hui. Et après, tout ce qui est engineering back-office, donc ça va du engineering manager, du tech lead, du solution architect, dev, helpdesk, etc. Donc ça, c'est au Portugal.
Et après, sur un point de vue infra-opération, donc le bout comme chez Maxime, etc., là, aujourd'hui, c'est d'ailleurs plus 50-50 en fait, entre France et Portugal. Donc, avec le run un peu, ouais, ouais. avec le run un peu plus au Portugal, mais voilà, Ouais. on essaie de vraiment d'équilibrer entre les deux pays. Ouais. Okay. Bon, du coup, on continue. Il n'y a pas d'autres questions. Non. Ok. Donc du coup, comment on a avancé sur ce plan? Là, Antoine, je te laisse continuer là-dessus. Ouais. Donc du coup, on vous partageait au début qu'on a fait du coup une phase d'exploration, puis stratégique, enfin plus tactique, pardon, puis stratégique. Donc en fait, là, c'est le premier milestone quand on a fait un projet tactique. En fait, on a pris un projet assez visible du métier pour aussi montrer la valeur sur les event-driven microservices, etc. Euh, supporté par une plateforme Kubernetes avec meilleure expérience de développement, meilleur cycle time, etc. Donc en fait, bon, on s'est dit, ok, super, on a enfin réussi à mettre une application en production et globalement, on a réussi à intégrer toute la myriade de technologies que vous avez vues sur le slide d'avant. Donc déjà ça, c'est pas évident parce que ça, voilà, il y a un peu tous les critères de tout le factor apps, externaliser la config, le volt et machin, faire shipper dans les différents clusters, etc. Après, il y a pas mal de choses en fait qui changeaient avec Kubernetes, donc notamment tout ce qui est l'aspect self-healing, etc. Là où nous on était habitués à shipper du IaaS, de ce genre de techno, où il y avait encore beaucoup de recovery à moitié manuel, etc. Donc avec des instabilités après de pod des fois qu'on comprenait pas forcément. Donc je pense que l'écosystème de logging, etc. n'était pas forcément au niveau tel qu'il est aujourd'hui non plus sur l'écosystème Kubernetes. J'ai oublié de parler du deuxième point avec les dashboards. On a vu qu'on avait des dashboards très basiques sur du log, des métriques, etc., sur du Prometheus et Grafana. Par contre, c'était pas encore assez industrialisé et standard. Et après, bon, on a vu aussi, par exemple, on avait un dev cluster, mais pas forcément suffisamment intégré, facile d'utilisation pour les devs. Donc, il y a plein de choses qu'on pouvait pas expérimenter facilement, etc. Donc, la flexibilité qu'on cherchait aussi au début, on l'avait pas forcément pour certains use cases. Bon, et après, la dernière question, c'est super, on a notre core team qui a participé à toute la dynamique projet Kubernetes, mais on a un random développeur qui arrive et qui doit développer son projet tactique, qui nous dit, mais moi, Kubernetes, j'ai que entendu un mec parler sur un blog, quoi. Donc, maintenant, commencer à shipper jusqu'en prod avec vous me parlez de Volt, de bazar et tout, moi, je comprends rien. Bon, donc, on a eu des premières douches comme ça. Donc, c'était, voilà. On a mis la petite image là, du retour vers le futur, mais c'était un peu ça. Donc, heureusement qu'on n'a pas fait les mecs la fleur au fusil aller en prod sur un projet stratégique comme ça, parce que clairement, on n'aurait pas du tout été au niveau. Déjà sur un projet tactique avec deux, trois composants, il y avait déjà plein de choses en fait à améliorer, à dresser, etc. Sur des alertes pas vues, etc. Donc, Et du coup, try again, quoi. Ouais. Donc, nouveau dashboard à déployer par type d'application, essayer de réduire un peu le bruit et mettre en place des templates d'alerting. Essayer de fixer un peu les problématiques les plus importantes et puis essayer de commencer à créer aussi des channels pour permettre de communiquer plus facilement avec les DevOps. Commencer aussi à mettre en place nos clusters de dev à nous DevOps, donc plutôt des sandbox, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, et commencer à initier aussi un vrai capacity planning avec du reporting pour éviter aussi de déraper en termes de billing. Et enfin, continuer les plans de formation, quoi, et puis enrichir un peu la documentation. Ensuite, sur les résultats, je laisse continuer. Ouais, ça marche. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a eu à l'époque, etc. On en a encore pas mal de ce type-là, mais donc à gauche, vous voyez les types de métriques qu'on avait. Donc je pense qu'il est intéressant de partager, c'est qu'il y avait une série d'alertes complètement standardisées, templates. Donc vous voyez qu'il y a des métriques typiques HTTP, machin, un peu basique, technique. Il y a aussi des choses qui sont business, donc marketing, profile created, bla, etc. Donc c'est tout des métriques aussi qu'on a poussées en se disant une application en prod, obligatoirement, il faut qu'il y ait des business métriques. Si un dev ou le tech lead me dit mon appli, je sais pas ce qu'elle fait d'un point de vue métier, il y a un problème. Donc c'était obligé d'avoir des business métriques avec de l'alerte dessus. Donc ça, c'est complètement obligatoire. Et après, tout des métriques autour de la partie, vous voyez des choses sur Kafka, etc. Mais c'est pareil, c'est le truc basique, hein, mais voilà. On met des event-driven microservices avec des flux Kafka, etc. Bon, bah, monitorer le lag, c'est basique.
Encore faut-il réussir à faire un monitoring très générique, parce que dans l'idée, nous, c'était, OK, on fait 5, 10, 30, 50 composants, mais demain, il y en a 1000 ou plus. Donc dans l'idée, il faut dire, je fais un monitoring une fois, ça prend l'appli, je sais le SLA, la criticité de l'appli, ça ouvre le bon niveau d'alerte, etc. Et on va pas commencer à faire de la cacaillerie, entre guillemets, chaque mec réinvente son alerte la roue à chaque fois. Il y a aussi beaucoup de ça dans ce qu'on faisait, c'était itérer pour aller rapidement. Après, en haut à droite, donc aujourd'hui ça a vachement évolué, c'est différent, là, je sais même plus c'était quel outil qu'on avait mis, mais c'était un outil première basique pour la dynamique FinOps. Donc on a commencé à mettre beaucoup plus d'applications, etc. Et donc il y avait un sujet aussi de commencer déjà à mesurer pour commencer à optimiser. Donc aujourd'hui la démarche FinOps, Maxime pourra en parler un peu plus dans les questions hein, s'il faut, mais c'est quand même bien plus élargi, c'est bien en dehors de Kubernetes, c'est accompagné et c'est un vrai sujet continu. On n'est plus au niveau de maturité 1 sur le sujet. Et en bas à droite, donc, vous voyez, c'est un exemple de, pour revenir juste avant, sur les templates d'alerte. Donc là, vous voyez, alors je n'arrive plus à lire, mais je pense que là, c'est sur le nombre de réplicas de topics et les applications, les nombres de messages, etc. Mais c'est aussi pour montrer l'aspect industrialisation qu'on a fort poussé. C'est pas juste dire on met Kubernetes, c'est se dire je veux accélérer globalement le rythme de livraison de toutes les applis. Et donc on a aussi mis par exemple des templates standards sur les golden signals, les SRE, latency, error rate, etc. Et ça a servi tant pour la prod, d'avoir ces métriques de latency, etc., que d'un point de vue conception applicative. Parce qu'il y a par exemple la métrique de latency. On dit, OK, si on fait de l'event microservice, c'est pour avoir des low latency services scalables et tout. Donc, s'il y a des services qui répondent en plus de 200 millisecondes, il y a un problème de conception. Et en fait, on a vu plein, pas non plus plein, mais on a réussi à détecter. Alors, malheureusement, c'est en bout de chaîne, donc il y a aussi du travail à faire en amont, mais on arrive à détecter des problèmes un peu, on va dire, structurels dans les applis via l'industrialisation, en fait, là-dessus. Et ça a aussi vachement aidé, je pense, à ce que Maxime disait sur le build it, run it, etc. C'est que les devs doivent pouvoir comprendre jusqu'au bout le delivery de l'application et l'expérience utilisateur, ou en tout cas l'interaction avec les autres applis. Et donc ces dashboards-là, c'est des dashboards qu'on a forcés avec l'ensemble des équipes de développement. Nous, quand on a mis en place ces dynamiques, on a pris toutes les équipes de dev, et on leur a mis une télé au-dessus de leur, très grande, hein, au-dessus de leur pôle de open space, donc on n'était pas en mode Covid. Et au début, on a dit, bah voilà, si vous êtes vraiment sur la dynamique DevOps, vous faites build it, run it, et vous êtes vraiment honneur de vos applications jusqu'au bout. Si vous n'avez pas de graphe pour mesurer la perf de vos applis en prod, il y a un problème, quoi. Et donc, ça a permis aussi de passer des messages sur le type d'ownership que les devs devaient avoir sur leurs applis, quoi. Donc ça, c'était, je ne sais plus à quelle date ce slide, donc on pourrait le réaliser un petit peu, mais là, c'était le nombre d'exemples de pods qu'on avait en prod, etc., puis on retrouve. Donc là, maintenant, c'est pas mal de dashboards standards que vous pourrez retrouver sur les bibliothèques Grafana, etc., mais donc c'était les types de métriques qu'on arrivait à suivre. Et donc, je pense on rejoint aussi l'aspect Indus qu'il faut avoir sur la taille des clusters, parce que globalement, si ça, c'est pas sous contrôle et que 50 à 100 pods sortent des alertes avec des faux KO, etc., des faux positifs, ça devient ingérable en production, quoi. Donc, voilà. Et je te confirme, on n'est plus trop à jour, on est à plus de 1000 pods en production et à peu près en tout. Au total, on est à 170 serveurs. Ouais. Yes. Alors de taille différente. Et donc, si on revient à notre objectif initial d'Accelerate, donc l'objectif, c'est qu'on soit en élite sur toutes les applis critiques à plus forte valeur ajoutée du business. Donc ça, on voit sur de tête, c'est 1 an et demi, je pense, la partie livraison. Donc ce que vous voyez en nombre, c'est le nombre de déploiements par jour à Redoute. Donc on voit que sur la droite, globalement, on arrive à accélérer sur du 40 à 60 deliveries par jour en production, hein, donc voilà. Donc par contre, on voit qu'il y a encore plusieurs problématiques à adresser si on se compare à des gros players du marché. Donc premier problème, c'est la variabilité de livraison. On voit qu'il y a vraiment des hauts et des bas, donc il y a probablement pas que des soucis Kubernetes, etc. Il y a d'autres problèmes d'un point de vue spec, faut se mettre d'accord sur ce qu'il faut développer, etc. Et vous voyez en gris, c'est nos freeze périodes. Et donc là, pareil, ça remonte plein d'autres sujets de testabilité des applis, du SRE, du chaos engineering, etc. pour se dire déjà, est-ce qu'on peut réduire ces périodes de freeze et après, idéalement, est-ce qu'on peut les enlever pour être beaucoup plus sur de delivery continu. Donc, on arrive pas mal sur le front-end à être sur du feature flag, du A/B testing, etc.
sur l'ensemble du périmètre back-office, on l'a sur un bout du périmètre, mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir pour se dire, j'arrive déjà à avoir un rythme complètement continu de delivery et j'arrive à faire idéalement x5, x10 sur le rythme de livraison. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi de voir avec ça, c'est qu'on a réussi quand même un bel objectif avec la mise en place, donc pas que Kubernetes, mais tout cet écosystème, c'est qu'on a réussi à enlever un facteur limitant qui était celui des déploiements et de l'infra. Là où avant, même si on pouvait avoir des problèmes de testabilité, de définir les specs, etc., en fait, on reperdait 3, 4, 6 semaines dans le provisioning des serveurs, le fixe de change et tous ces bazars-là qui ont en fait à la fin aucune valeur métier. Au moins, avec Kubernetes, on a réussi à enlever tout ça, c'est-à-dire si tout le reste est traité, etc., là, ça fluidifie hyper rapidement sur le premier setup d'une nouvelle appli et toutes les itérations qui sont. Donc, c'est quand même un objectif atteint sur cette partie transformation. Après, je rajoute juste que, effectivement, sur la partie Kubernetes, aujourd'hui, on déploie toute la partie applicative. Les bases de données, aujourd'hui, on est encore à l'extérieur de Kubernetes. Par contre, on utilise des solutions as a service telles que Ivan ou même les solutions proposées par Google comme CodeSQL, ce qui nous permet aussi d'accélérer à ce niveau-là. Yes. Ouais, et donc ça, c'était pour partager, parce que ça, c'était les dashboards que moi je regardais tout le temps. En fait, c'est se dire, c'est quoi l'impact à la fin de tout ce, alors je vais dire ce bruit, c'est pas ce bruit, mais il y a quand même beaucoup d'efforts au niveau des stand-up, des machins, des projets. On vous parlait qu'il y avait une dizaine de personnes affectées plus ou moins sur la transformation. Mais à la fin, c'est à dire, est-ce que j'arrive à atteindre l'objectif de se dire, je suis développeur, on me parlait de l'API développeur expérience, est-ce que j'arrive à la fournir à la fin? Et moi, je pense qu'il y a un indicateur qui est, alors le API est très subjectif, mais je pense que le API, il y a aussi, si j'ai un changement, je fais mon pull request, c'est revu par quelqu'un de mon équipe, etc. Combien de temps je mets à aller jusqu'en prod avec des quality gates, etc. C'est pas juste je vais en prod en bypassant tous les environnements, c'est je vais en prod en passant, donc vous avez vu l'archi avec Dev, QA, Staging Prod. Donc nous, on a ces pipelines obligatoires à passer avec des tests automatiques, donc du unit test et des tests automatiques de non-règles fonctionnelles à chaque étape, et aussi en sanity check production. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive à faire tout ça à la fin en étant rapide pour atteindre le fameux accelerate, le elite level avec je sais aller vite, mais aussi j'ai un change fail rate très bas, et s'il y a un problème, je peux le résoudre rapidement. Et donc ça, c'était aussi une dilution qu'on regardait, parce que vous voyez qu'il y a aussi quand même beaucoup de releases qui vont pas jusqu'au bout. Donc on est par exemple là sur des builds à 112 par jour, et là, alors, je sais pas quel jour c'était, mais bref, on était à 10 encore sur la journée. Donc là, ça ramène aussi plein de questions en se disant, bah, si j'ai ce ratio très fin, pourquoi il y a beaucoup de retours arrière? Pourquoi j'arrive pas à aller jusqu'en prod avec un feature flag, etc. Mais ça remonte plein de questions, mais au moins, pareil, le positif dans ce dashboard, c'est qu'on arrive à aller très rapidement jusqu'en prod, et après, il y a plein d'autres améliorations encore à amener, quoi. Donc sur les apprentissages, et après on switchera sur les takeaways, on va essayer de faire ça en 10 minutes pour laisser un peu de temps sur les questions. Bon, je pense qu'on l'a peut-être indirectement martelé, mais voilà. Infrastructure plateforme, donc on pourrait mettre le logo Kubernetes, etc. là-dessus. En fait, il y a tout le reste à adresser, donc je pense que faire attention sur Kubernetes, pas le voir que sur un prisme techno, etc. Je pense qu'il y a vraiment plein de sujets. Il faut, un peu comme quand on avait fait le check au début, dans quoi je vais m'embarquer. On a vraiment eu l'hésitation à se dire, est-ce qu'il faut vraiment aller sur Kubernetes et pas rester sur notre provisioning as is, attendre que l'écosystème soit un peu plus mature avec un layer d'abstraction supplémentaire, etc. Bon, aujourd'hui, on est quand même vachement content de l'avoir fait parce qu'en fait, en 2 ans et demi, bah, en fait, il y a encore beaucoup de taf à faire, même si on veut aller sur du cloud native development. Il y aura toujours un investissement à faire. Et aujourd'hui, il est encore significatif. Je pense pas qu'il y ait assez encore de layer d'abstraction pour aller très vite là-dessus. Donc voilà, le message, c'est de bien avoir tout ça en perspective et se dire c'est une vraie transformation, en tout cas d'un bout de l'entreprise et surtout de la partie tech et IT, pour aller dans ce type de démarche et pas le prendre sur le point de vue d'une prisme d'une seule équipe en silo. Et ça rejoint le deuxième point. Alors, Maxime, au début, parlait on a eu beaucoup d'acteurs à inclure, donc le management buy-in et puis l'ensemble des équipes. Mais en fait, ce que ça, au-delà de l'embarquement qu'il faut forcément avoir pour le change management et la gestion des transitions, c'est qu'il faut réussir à faire changer ces différentes personnes et atteindre leur niveau d'exigence ou en tout cas d'attente sur le sujet. Et en fait, il y a quand même beaucoup de changements qu'on a dû voir opérer dans les équipes. Donc, par exemple, les développeurs doivent aller jusqu'en prod.
mais ils doivent aussi comprendre beaucoup plus c'est quoi opérationnellement leur application, c'est quoi les applications de support pour déployer une appli. Là où avant, moi je me rappelle, il y avait des devs, je leur demandais où est-ce qu'elle tourne ton appli, ils ne savaient pas me répondre. Bah moi c'était un problème. Le gars il est développeur et son taf s'arrête en QA, il y a un problème quoi. Donc c'est un vrai changement, je pense, de mindset dans l'équipe. Après pareil hein, sur les équipes. De toute façon, ça rejoint le rôle de l'évolution des rôles d'infra sur du infra as code externe. Il faut commencer à coder, concevoir, penser pour la scalabilité, etc. Et pareil, c'est pas forcément des skills natifs. On a vraiment pour la culture historique des rôles d'infra. Donc il y a vraiment un changement qui, du coup, comme disait Maxime, ça prend pas 2 mois, ça prend du temps. Donc il faut y aller step by step et aussi réussir à clarifier. Alors, c'est pas clarifier, mais communiquer en tout cas à ces populations les types de changements qu'on va devoir faire, parce qu'en fait, c'est assez profond dans leur métier quand on met tout petit à bout, quoi. Et ensuite, effectivement, on a parlé des changements au niveau de l'organisation et même encore aujourd'hui, après 2 ans de production, quasiment, on a encore des problématiques. Par exemple, aujourd'hui, ce qui remonte pas mal, c'est que côté dev, ils ont quand même un problème de visibilité sur le déploiement. C'est-à-dire que des fois, ils vont déployer avec les pipelines GitLab de nouvelles applications et en fait, la pipeline finalement fonctionne. Donc le rendu, c'est OK, ça a été déployé, sauf que finalement, derrière, dans Kubernetes, on a un problème de déploiement qui est pas visible parce que les devs ne se connectent pas directement sur les clusters Kubernetes. Donc là, à chaque fois, on a essayé d'expliquer un peu ce qu'on était en train de mettre en place aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter un peu du coup la partie observabilité en améliorant un peu nos outils et notamment peut-être la mise en place d'Argo CD. Alors, pour une fois, c'est en test pour l'instant. On travaille avec les devs pour voir si ça peut justement améliorer et résoudre les problématiques qu'ils ont aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'ils ne sont pas complètement autonomes. C'est-à-dire que, par exemple, on a encore appelé la nuit côté DevOps, finalement, pour juste aller redémarrer l'application, chose qu'ils pourraient faire, sauf qu'aujourd'hui, en termes de permission, là, n'est pas forcément fourni les droits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de revoir. Je pense qu'on va aussi relancer un petit peu de training sur la partie cube. Et peut-être aussi, et ça, c'est pas encore sûr, peut-être voir si on mettrait pas quand même un DevOps dédié par équipe dev, notamment pour essayer de capter en fait un peu leurs difficultés au jour le jour durant les déploiements en fait de nouvelles applications. Ensuite, il y a la partie outline. Donc là, on en a parlé. On savait qu'aujourd'hui, les astreintes, à un moment donné, on était appelés à chaque fois qu'il y avait un pod qui redémarrait. Donc là, on essaie de mettre en place les golden metrics pour justement éviter ce genre d'appel et plutôt aller regarder le lendemain matin tranquillement tant que finalement le service est up. Bon, voilà, un pod qui redémarre, c'est pas très grave. Ça peut s'analyser le lendemain. Ensuite, il y a la partie troubleshooting. On a eu quand même pas mal de problématiques de troubleshoot, notamment au niveau réseau, en fait, des problèmes de timeout qu'on avait entre notre on-premise et puis les applications containerisées. Et là, en fait, clairement, il faut qu'on monte en maturité encore. Il faut qu'on commence aussi à faire monter en compétence les équipes réseau. Même si dans les équipes DevOps plateforme, là, on a des compétences, il y a encore des spécialités qui sont à l'extérieur hein, et du coup qu'il faut faire monter en compétences sur la techno Kubernetes. Et puis aussi en termes d'outils, là on est en train de regarder un peu les services mesh justement pour avoir un peu plus de visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de Kubernetes et pour connaître un peu les latences, etc. et où on a des problématiques de l'emplacement. Et ensuite la partie FinOps, Antoine en a parlé juste avant. Il y a une partie FinOps au niveau Kubernetes, mais c'est surtout au global au niveau de Google. Donc récemment, on a amélioré les dashboards avec des fonctionnalités que propose Google hein, pour avoir vraiment une consommation au namespace à l'intérieur de Kubernetes. C'est quelque chose qu'on a mis en place. Puis ensuite, on a commencé à mettre en place une solution pour arrêter les pods hors prod aussi la nuit. Et voilà, ça, c'est des choses qu'on a mis en place récemment. Ensuite, on en a parlé, hein, c'est un changement aussi important en termes de techno. Aujourd'hui, c'est quand même assez difficile de recruter des DevOps avec les bonnes compétences sur Kubernetes. Et en plus, on a pas mal de turnover parce qu'il y a pas mal de personnes qui, du coup, ça fait quand même 2 ans qu'on est en production, donc il y a des gens qui ont commencé à avoir beaucoup d'expérience sur le sujet et du coup, les gens sont chassés. Pardon ? On se les fait voler. Ouais, ils sont chassés. Ouais. Exactement, c'est pas normal. Et du coup, on se dit que oui, il faut créer notre propre centre d'expérience, quoi.
d'expertise sur le sujet. Donc, ce qu'on fait, c'est ce qu'on a commencé à faire d'ailleurs, et heureusement, on l'a fait il y a quelques temps. On a commencé à recruter quand même des juniors qui étaient qui n'avaient quasiment pas de connaissances sur Kubernetes. Et du coup, on a pris des profils différents. On a pris des profils soit plutôt dev au départ, qu'ils ont monté en compétence sur la partie Ops, et puis vice-versa. Et du coup, le mélange se fait bien. Ensuite, en termes de gouvernance aussi, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué de se mettre d'accord sur ce qu'on allait lancer comme nouveau sujet, parce que dans Kubernetes, on en a parlé, Istio, Argo CD, voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Donc, pour éviter d'aller dans tous les sens, avec l'équipe d'Antoine, qui est maintenant responsable des archis, en fait, on a mis en place des architecture review. Et donc, le but, c'est de cadrer un petit peu et puis d'éviter de partir dans le sens, c'est se mettre tous d'accord sur les outils qui sont nécessaires en fonction des problématiques qu'on rencontre. Ensuite, en termes de nombre d'outils, on en a parlé, il y a beaucoup d'outils aujourd'hui, donc, et pas que Kubernetes, du coup. Donc, le but, c'est quand même d'avoir dans l'équipe les compétences sur Kubernetes, que tout le monde les ait. Et ensuite, on a aussi des personnes qui sont spécialisées soit sur Volt, soit sur Prometheus, voilà, tout en essayant de faire monter en compétences aussi les équipes sécurité monitoring. Ensuite, il y a la partie IP Network Policy. Donc aujourd'hui, on est quand même limité avec cette fonctionnalité parce qu'on peut autoriser uniquement des IP pour les communications. Donc c'est pas très flexible comme solution. Donc là, c'est pareil, on est en train d'explorer un peu les possibilités de service mesh pour faire de l'ingress à partir de noms de domaine DNS. Et enfin, la partie sécurité, voilà, on peut faire plein de choses dans Kubernetes, mais on va devoir utiliser une multitude d'outils. Là, on est plus en train de regarder des outils de style plateforme, où justement on pourrait monitorer la partie Google et autres demain, par exemple Azure, et en plus pouvoir centraliser ces informations dans un seul outil avec voilà, des scans d'images, du workload des conteneurs. Et voilà, on n'est plus sur des plateformes comme Lacework, Palo Alto, etc. On n'a toujours pas fait notre choix, mais on est en train de regarder ça. Et je te laisse finir, Antoine, sur la partie takeaways. Ouais. Moi, je pense un peu sur ce qu'on partageait sur les résultats, c'est en fait bien avoir un why hyper clair. Donc c'est pas le faire que pour la techno, même si ça peut être intéressant. Le risque, c'est qu'on s'enferme dans un silo d'optimisation tech et à la fin, on sort rien. Mais on a dû tout le temps batailler pour cette contre-force de ah bah tiens, je vais rajouter tel outil, je vais rajouter tel truc. Non, mais non, on va déjà je comprends machin. Après, on verra pour optimiser. Je pense que c'est une bataille un peu constante là-dessus. Et du coup, toujours mesurer, moi je parlais d'impact ou d'output, mais en fait, dire à la fin, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on arrive à atteindre l'objectif et le why business au début de livrer plus vite, livrer mieux, plus stable, etc. Parce qu'à la fin, si on livre plus vite, mais que la prod tout tombe et c'est pas disponible, on met 10 heures à résoudre les problèmes parce qu'on comprend rien à ce qui se passe dans Kubernetes, bah en fait ça valait peut-être pas le coup. Donc en fait toujours revenir vraiment à cet objectif, en tout cas même si ça vaut pas le coup, se dire bah si je mets 10 heures à troubleshooter des flux dans Kubernetes, enfin il y a un problème, ça doit être hyper rapide, automatique, voilà, donc c'est pour ça que ça rejoint tous les sujets d'observability qui est adressé. Donc le deuxième, c'est ce qu'on partageait. Kubernetes, c'est fournir une plateforme. En fait, je pense qu'à la fin, ce qu'on doit réussir à faire, c'est fournir quand même un certain niveau d'abstraction pour le développeur. Donc même s'il y a Kubernetes et tout ça derrière, à la fin, il faut réussir à abstraire tout ça. Donc moi, j'ai bonne espérance que l'écosystème, ça se simplifie un peu dans les mois qui suivent, etc. Pour l'instant, ça reste quand même un peu complexe, en tout cas, déployer l'ensemble de ces composants. Le changement organisationnel et le mindset est hyper important et je pense qu'il y a les deux à considérer. Il y a vraiment le changement organisationnel, donc on parlait d'une équipe plateforme, etc., qui s'est construite avec des interactions différentes avec les équipes de support et aussi la manière dont les gens doivent penser leur travail qui change vachement, donc qui est importante. Le quatrième point, ça c'est quelque chose qu'on a un peu appris en contrebalance de notre effort de changement, c'est qu'on a eu un peu tendance parfois à vouloir impliquer trop de gens ou tout le monde dans tout, etc. Sur la dynamique, donc parce qu'aussi c'était un sujet important, etc., intéressant. Mais en fait, je pense on a perdu du temps et de l'effort en faisant ça à certains moments. Et donc je pense que voilà, ça veut pas dire qu'il faut pas impliquer l'ensemble des gens et tout. Mais je pense qu'on aurait pu faire plus de communication transverse synchrone moins fréquemment et sur des mises en place, des implémentations, etc. Plutôt compartimenter le travail aux gens en leur donner le sens global au début sans réexpliquer tout, machin, etc. à chaque fois. Ça, je pense, c'est un apprentissage d'optimisation du temps et de l'effort.
Je pense qu'il faut faire attention à pas forcément vouloir absolument faire monter en compétence toutes les équipes, Ouais. parce que déjà, premièrement, les équipes, elles continuent à avoir leur legacy sur lequel il Mm. faut travailler. Ouais. Et en plus, c'est vraiment un changement super important en termes de technologie. Et du coup, enfin, cette équipe, il faut la créer, quoi. Et il faut vraiment, Ouais. pendant un certain temps, je pense vraiment au début, presque Ouais. l'isoler pour qu'elle puisse avancer assez Ouais. rapidement. Et après, faire venir monter en Carrément. compétence les gens, mais à certains niveaux. Ouais. Après, bah, l'avant-dernier point, je pense que c'est beaucoup en lien avec des sujets pour moi d'archi incrémental, etc. Mais c'est dire où est-ce qu'on avoir être très clair de où est-ce qu'on veut aller, ok, 2, 3, 5 ans, faire le rétro rollback de ce planning-là et se dire mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin en manière minimale pour aller bout en bout, qui me met pas des freins pour demain, hyper forts de rework, etc. Et je pense que ça, c'est encore plus important sur des sujets techno, etc., où on veut tout le temps tout mettre d'un coup, comme les grands players, etc. Mais en fait, si on veut tout mettre d'un coup, on se met direct 6 à 9 mois d'implémentation dans la vue, le temps de comprendre et de mettre en place. Donc, je pense qu'il faut aussi réussir à garder une vision pragmatique, incrémentale, step by step. Et je pense que c'est ça aussi, on va utiliser le buzzword agile, machin, etc. Mais je pense que c'est beaucoup faire des choix aussi, et des fois pas mettre la dernière techno à la mode, etc. Garder un truc plus simple qui permet déjà d'aller en prod, itérer end-to-end, et ça aussi facilite l'adhésion des devs, quoi. Et puis le dernier point, c'est où ça rejoint certains points que Maxime mentionnait aussi, voilà, du turnover, les mecs qui montent la plateforme qui se barrent, des problèmes en prod qu'il faut défendre, etc. Après, on va sur un projet stratégique, il y a des trucs qui n'étaient pas prévus, il faut les résoudre la nuit, machin, etc. Donc, je pense qu'il faut garder la foi dans ces transformations-là, parce qu'il y a des hauts, des bas, comme dans la vie de tous les jours. Mais je pense que du coup, il y a vraiment faut avoir un vrai plan, mais aussi garder le moral dans les moments les plus durs, quoi. Voilà. Donc, il reste quelques minutes pour les questions. On est content de les prendre, pas de problème. Ah oui, n'hésitez pas, on a quelques articles sur le blog autour de ce sujet-là et d'autres si vous êtes intéressé. Donc, il y a une question de Christophe. Est-ce qu'on utilise des pipelines différents pour l'infra et l'applicatif Helm, etc. ou bien un seul? Je sais pas, tu veux répondre, Max, ou moi je peux le faire aussi? Euh, ouais, aujourd'hui, pour l'infra et la partie Mhm. applicative, c'est vraiment bien splitté. C'est-à-dire de toute façon, ce que je disais, hein, les équipes sur la partie Terraform et la partie Kubernetes aujourd'hui sont différentes. Alors, ils se Mhm. parlent. Il y en a qui vont savoir faire du Kubernetes et d'autres du Terraform, mais c'est vraiment bien séparé. Et du coup, non, aujourd'hui, c'est différent. Ouais. Même la partie applicative, aujourd'hui, le build, les déploiements sont dans le même repo. Et on est en train de voir si on ne va pas justement Mhm. splitter. Mhm. Et ensuite, GKE en mode autopilote, bah, vu le niveau de maturité qu'on a, non, l'autopilote, c'était pas intéressant pour nous. On l'a étudié, on a regardé hein, si ça pouvait avoir un intérêt, mais clairement pas. Enfin, on a même parlé avec Google et ils nous ont dit, bah non, enfin, vu où vous en êtes, il y a pas, ça n'a aucun intérêt. Quand on commence et qu'on n'a jamais fait de Mhm. Kubernetes, ça peut être intéressant. Mais là, pas pour nous. Mhm. Carrément. Mhm. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Ouais, bah merci. C'est vrai qu'effectivement, dans ce retour d'expérience, on a essayé de ne pas couvrir que la partie technique avec les buzzwords, etc. Et essayer de montrer l'impact en termes voilà, organisationnels, gestion d'équipe, etc. Donc merci du retour, Claudio. Mhm. Bon, puis n'hésitez pas après, je sais pas après